l'actualité, l'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées, mises en garde à vue, des personnes détenues provisoirement dans les prisons au centre de ce séminaire. Des explications dans quelques instants. Depuis 1991, la communauté internationale consacre la période allant du 25 novembre au 10 décembre de chaque année à la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Sur le sujet, la déclaration du gouvernement ivoirien dans ce 13h. Lutte contre Ebola, les artistes africains se mobilisent contre l'épidémie. Enfin, vous voulez en savoir davantage sur le festival qui se tient tout à l'heure. Bienvenue à tous. Il se tient en ce moment un conseil des ministres extraordinaire. D'importantes décisions seront prises au cours de ce conseil. La réunion est présidée par le chef de l'État. Ce soir, le compte-rendu complet de notre envoyé spécial, Viviane Aïmé. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a pris part hier à la rentrée judiciaire de la Cour suprême, cérémonie marquée par l'installation de nouveaux membres de la Cour suprême. Jérôme Kofi Aboulé. Elle s'est déroulée exceptionnellement à l'hôtel communal de Cocody. La cérémonie marquant l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême au titre de l'année 2014-2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, y a assisté avec à ses côtés des membres du gouvernement. Cette cérémonie a consisté en l'installation du nouveau procureur général près la Cour suprême, en la personne de Suzanne Haddad, épouse Nguessan Zékré, du nouveau président de la Chambre des comptes, M. Diomandé Kanvali, ainsi que les nouveaux conseillers et avocats généraux. Avec l'avènement de ces nouveaux membres, la Cour suprême, pour citer son président, est désormais complète. Le président Koné Mahamadou, qui, après les avoir félicités et leur avoir prodigué des conseils, a dit savoir compter sur eux pour aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément au thème choisi à l'occasion de cette session. Cette année, la Cour suprême a choisi de réfléchir sur sa contribution à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est la détermination de la haute juridiction à l'atteinte de ce noble objectif. Certes, l'accent a été mis sur le rôle spécifique de la Chambre des comptes, mais je puis vous rassurer que c'est toute la Cour suprême dans toutes ses composantes qui est prête, par la qualité de ses prestations et de ses décisions, à prendre toute sa part de charge dans le combat pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Aussi, la célébration officielle de la fin de l'année judiciaire 2013-2014 et l'avènement de la nouvelle année 2014-2015 ont-ils constitué un autre temps fort de cette rentrée judiciaire. Et vous voulez en savoir davantage sur la première édition d'Africa Web Festival, restez avec nous. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, Guillaume Soro en visite de travail et d'amitié au Maroc depuis hier, sur l'agenda du président de l'Assemblée nationale ce mardi, après une visite au mausolée Mohamed V, une audience avec le président de la Chambre des représentants, une autre avec le président de la Chambre des conseillers. Guillaume Soro achève sa visite au Maroc jeudi et nous reviendrons sur cet élément avec notre reporter Hervé Blé dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, la garde à vue et la détention préventive au centre d'un séminaire. Il s'agit de penser à l'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées, mises en garde à vue, des personnes détenues provisoirement dans les prisons. Abou Sanogo pour plus de détails. Les conditions des personnes arrêtées, mises en garde à vue et celles détenues provisoirement dans les prisons ivoiriennes connaîtront une nette amélioration dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique pour la mise en œuvre des lignes directrices de Luanda en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux vous assure-t-il de son engagement à œuvrer ensemble avec vous à l'édification d'une justice saine et au changement profond des mentalités de ses acteurs afin de garantir les droits fondamentaux des populations ivoiriennes? Réunis pour le lancement des lignes directrices de Luanda en Côte d'Ivoire, les partenaires de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention, ainsi que l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, se disent prêts pour aider l'État ivoirien dans le respect des droits de l'homme et de sécurité des personnes détenues à travers la mise en application des lignes directrices de Luanda. Cela tombe à pic dans la mesure où la Côte d'Ivoire est justement en train de procéder à la modification de ce code criminel usuel, à savoir le code de procédure pénale et le code pénal.
Notre apport sera donc celui de porter la connaissance de tous qu'il existe des normes et des standards internationaux en la matière, standards dont il faut tenir compte dans la révision de nos tests. Adopté par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ADHP, lors de la 55e session ordinaire du 28 avril au 12 mai à Luanda, en Angola, les lignes directrices ont pour objectif garantir le droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à un pouvoir judiciaire indépendant des personnes arrêtées, mises en garde à vue et celles détenues provisoirement dans les prisons. Ahmed Bakayoko invite les populations à s'approprier le processus de réconciliation et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Message du ministre d'État, ministre de l'Intérieur dans le département de Grand Laou, et c'était au cours d'un grand meeting. Abou Sanogo. Grande mobilisation ce samedi matin au stade Henri-Konan Bédié de Grand Laou pour le meeting de clôture de la visite de travail du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Les populations du littoral sont sorties massivement pour accueillir leur hôte, preuve de leur attachement au président de la République Alassane Ouattara. Ainsi, le député maire Diaya a dit sa joie d'accueillir Ahmed Bakayoko qui, pendant 48 heures, a partagé les problèmes des populations. Nous faisons confiance au président Alassane Ouattara. Quand le président Henri-Konan Bédié, son aîné, a lancé l'appel historique de Daoukro, Grand Laou comme un seul homme s'est mis debout pour soutenir cet appel et pour soutenir les actions du président Alassane, qui sera le principal acteur avec l'appui de son Henri-Konan Bédié, du deuxième miracle ivoirien. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué le peuple avikam pour son hospitalité et sa grande générosité. Il a par la suite exhorté les filles et fils de la région à l'union, à la paix et à l'entente. Il faut la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous saluons l'appel de Daoukro. C'est un appel pour montrer qu'on peut dépasser le passé pour regarder l'avenir. Le président Alassane Ouattara est au travail. Avec le soutien de son aîné, le président Henri-Konan Bédié, nous allons tout faire pour relancer la machine économique de Grand Laou pour que les jeunes aient du travail. Grand Laou est un grand potentiel de développement de la Côte d'Ivoire. Fait grand chef et traditionnel par les têtes couronnées de la région, Ahmed Bakayoko a offert aux populations, au nom du président de la République Alassane Ouattara, des ordinateurs, 2 véhicules, un pour le sous-préfet de Bakanda et l'autre pour le commissariat de Grand Laou, le tout d'une valeur de 110 millions de francs CFA. En bref, la réconciliation en marche en Côte d'Ivoire. 3 anciens ministres de Laurent Gbagbo, Hubert Oulaï, Odette Sowe et Assoa Adou ont regagné la Côte d'Ivoire hier avec d'autres cadres de l'ancien régime mettant fin à un exil de 4 ans au Ghana. Hier, ces 3 barons du Front populaire ivoirien FPI ont exprimé leur joie de revenir au pays. Dans la région du Moronou, la chefferie traditionnelle est en perte de valeur. Le siège du chef est très souvent convoité par les présidents de jeunesse ou les présidents de mutuelles. Cette situation ternit l'image du peuple morofoué, nous dit notre reporter Chatatou qui est allé sur le terrain. Depuis ces dernières années, l'on constate que dans la région du Moronou, le pouvoir du chef traditionnel est devenu très fragile. Certains chefs n'ont plus la même mise sur leur population. D'autres voient leur siège convoité par les jeunes qui cherchent même à les évincer. C'est malheureusement une réalité. La plupart des présidents des jeunes aujourd'hui dans les villages veulent se substituer au chef. La loi nous dit, ne faites pas ça, même votre fils, ne le battez pas. Donc, avant, le chef du village avait le caractère, il a dit, celui-là, il ne me respecte pas, frappez-le, on peut le frapper. Mais aujourd'hui, si tu le frappes, il va te traduire à la justice. Ce qui fait que les chefs du village, leur caractère de gouvernance n'est pas aussi comme avant nos parents l'ont fait. Et ça joue beaucoup sur nous. Par le passé, dans un village, il y avait un jour dans la semaine où la population travaillait pour le chef. Et en contrepartie, il reversait, j'allais dire, les dividendes à la population. Ça renforçait son autorité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en plus de cela, il y a l'aspect politique. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, les chefs de village affichent trop facilement leur appartenance. La situation va de mal en pis. Ce que nous, autoritaires, nous avons constaté,
Il y a un déficit d'information au niveau de la connaissance des us et coutumes, au niveau donc de l'application des lois et règlements de l'État. Pourtant, le gouvernement vient de doter les rois et chefs traditionnels d'un statut légal. Comment faire donc pour que les chefs de village de son territoire de compétences affrontent les nouveaux défis qui les attendent? C'est la préoccupation majeure du chef de la tribune Gatia, Nana Eroa Tewa. Il est l'initiateur de la rencontre de renforcement des capacités des chefs traditionnels et leurs notables à Kinimokro. Nous voulons nous inscrire dans une démarche participative. Après le rappel des chefs, qu'on puisse continuer l'exercice et aller jusqu'aux autres organisations qui sont dans les villages. Les mutuelles de développement, les associations de jeunes, les associations de femmes, que nous voulons aussi rencontrer pour leur expliquer leur part dans la gestion de nos villages. De communication pour permettre aux têtes couronnées d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Le premier communicateur, le professeur Simon-Pierre Ekanzan, a fait revivre le passé du peuple Agni Morofoué. Toutefois, il a rappelé que le pouvoir traditionnel est transmis par les puissances surnaturelles à un héritier. Le chef en pays Agni est donc un personnage sacré. Et son pouvoir repose sur la capacité à fournir à la société une assistance spirituelle et matérielle. L'autre communication, celle du sous-préfet de Ngyesanko. Le dernier conférencier a apporté un éclairage sur les aspects de gouvernance de la chefferie. Cette rencontre de formation marque le début de l'éveil de conscience et du processus de restauration du pouvoir traditionnel dans le Moronou. Dakar va abriter les 29 et 30 novembre prochains le 15e sommet de la francophonie. Avant l'arrivée des chefs d'État, place d'abord au village de la francophonie, événement qui se tient au Grand Théâtre de la ville de Dakar. Le village de la francophonie est un espace d'exposition artistique de tous les pays membres de l'OIF. Le point avec notre envoyé spécial à Dakar, Gabriel Zani. La francophonie, ce n'est plus seulement une question de promouvoir la langue française. Elle est devenue un espace culturel où plusieurs peuples se retrouvent et s'enrichissent des échanges. En prélude au 15e sommet de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre, s'est ouvert le lundi 24 novembre le village de la francophonie au Grand Théâtre de Dakar, la capitale sénégalaise. C'est le Premier ministre sénégalais Mohamed Dionne qui a procédé à l'ouverture du village subdivisé en stand d'exposition, salle de conférence et podium pour les spectacles. Pour le Sénégal, c'est une grande fierté. C'est déjà avec un immense bonheur et un plaisir que de recevoir encore le sommet. Le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, va recevoir ses pairs pour communier autour de la francophonie. Le village de la francophonie est un marché où se vendent les produits des pays membres de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. La Côte d'Ivoire y est fortement représentée. Selon le ministre Maurice Bandama, le pays veut relever plusieurs défis et aussi rendre hommage à Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF. Ce sommet va consacrer un hommage au président Abdou Diouf, qui a consacré 12 ans de sa vie à cette organisation. Sous son mandat, notre organisation a connu un grand rayonnement. Durant tous les travaux, à l'issue desquels sera désigné un nouveau secrétaire général de l'OIF, la diversité culturelle sera à l'honneur. Mais avant les travaux de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ici aura lieu le 25 novembre 2014 au Centre international de conférence de Dakar, la 93e session du Conseil permanent de la francophonie. Ce conseil sera présidé par Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie, et le conseil se penchera évidemment sur les questions d'ordre politique, économique et diplomatique des pays francophones. Et c'est aujourd'hui, mardi 25 novembre, la 93e session du Conseil permanent de la francophonie se tient donc en ce moment. Les temps forts ce soir avec Gabriel Zani depuis Dakar. Passons à cette interrogation. Comment amener les entreprises africaines à être compétitives sur le marché mondial? Comment permettre aux chefs d'entreprise de négocier des marchés et de les obtenir? Pour répondre à toutes ces préoccupations, un colloque international sera organisé à Abidjan les 27, 28 et 29 mai 2015. Les enjeux avec Francis Boifo.
L'Afrique représente 2% dans l'économie mondiale. Et nous avons un problème de déficit de compétitivité par rapport aux entreprises internationales. Pour accompagner le développement de l'entreprise africaine et de ses marchés, il sera organisé du 27 au 29 mai en Côte d'Ivoire le colloque international d'Abidjan Kolia. C'est une plateforme de dialogue public-privé entre des chefs d'entreprise, des investisseurs et des décideurs financiers sur la question de la compétitivité des entreprises africaines. En choisissant la capitale économique pour abriter cette rencontre, les organisateurs entendent faire bénéficier à la Côte d'Ivoire des retombées du Kolia. La Côte d'Ivoire est première puissance économique de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et troisième puissance au niveau de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Abidjan, capitale africaine des technologies de l'information et de la communication, ce pour 3 jours à la faveur de la première édition d'Africa Web Festival, une plateforme d'échange sur le numérique. Ouvert ce lundi, ce rendez-vous panafricain du web planche sur la nécessité pour l'Afrique d'aborder son virage numérique. Mahamadou Traoré et Abou Sanogo. Africa Web Festival, ou quand l'Afrique décide de prendre en main son destin numérique. Durant 3 jours, le Gotha africain du web se réunit sur le bord de la lagune Ébrié. Objectif, tracer les sillons qui conduiront l'Afrique à la révolution numérique après que le continent a raté le train de la révolution industrielle. Nous sommes à l'aube d'une révolution qui nous mènera au XXIe siècle probablement. Et les économies de demain, les entreprises de demain seront sous la houlette du numérique, c'est indubitable. Toutes les projections, qu'elles soient faites par de grands chercheurs ou même la Banque mondiale, nous l'indiquent. Restent cependant à lever certains obstacles sur le chemin qui mènera à ce virage numérique. Ce sont entre autres le financement des initiatives et innovations Made in Africa et la démocratisation des technologies de l'information et de la communication. Conscient de l'enjeu du tout numérique pour son développement, le gouvernement ivoirien se mobilise. Il s'agit pour nos États et pour les opérateurs du secteur privé de prendre à leur compte le potentiel incommensurable que représentent les TIC et de valoriser de la meilleure façon ce potentiel en y associant le plus grand nombre de nos concitoyens. Au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, le développement des TIC fait l'objet d'une attention constante du gouvernement. Et dans cette perspective, un programme ambitieux de développement de cette technologie est mis en œuvre. Ce programme est en parfaite cohérence avec la vision et l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Moment crucial de ce virage numérique, juin 2015, date à laquelle les télévisions africaines devront basculer de l'analogique au numérique. On ne peut pas parler de médias sans parler de numérique. Les deux sont imbriqués. Quand on parle de numérique, c'est également les médias, parce que le numérique permet d'avoir effectivement une bonne qualité d'image, des sons, évidemment, d'avoir une multiplicité effectivement de chaînes. C'est en cela que c'est intéressant. La Côte d'Ivoire va basculer bientôt de l'analogie au numérique. Donc on aura le numérique partout, que ce soit à la télé, à la radio. Donc c'est important pour les jeunes générations effectivement d'être dans l'air du temps. Plus de 2000 participants venus de toute l'Afrique prennent part à ce grand rendez-vous africain du web. L'initiative est de l'agence de communication Mandingo en partenariat avec le groupe RTI. Et on retrouve présentement notre reporter Michel Digré qui est sur place à l'espace La Trio de Plateau avec un invité pour nous parler de la révolution numérique en Afrique. Bonjour Michel. Oui, Delphine Blas, bonjour. Qu'entend-on par révolution numérique? Oui, Delphine Blas. Delphine Blas, bonjour. Depuis hier, l'espace Latrie aux deux plateaux est le temple du savoir-faire et de la créativité dans le domaine du numérique et des TIC. La première édition du Africa Web Festival reçoit plus de 2000 participants venus du monde entier pour la grande messe africaine du web. Ils sont présents pour découvrir le virage numérique de l'Afrique, comme l'indique le thème de cette édition, mais aussi pour contribuer à propulser la révolution numérique du continent.
avec l'un des invités spéciaux de ce festival, M. Maka Koto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Culture et de la Communication au Québec. Vous êtes par ailleurs membre député du Parlement québécois. Quelles sont les raisons qui justifient cette participation à ce festival? Je vous dirais d'emblée qu'à titre de fils d'Afrique et œuvrant en Amérique du Nord, je ne pouvais décliner l'invitation de Mme Diawara, qui est une invétérée combattante défendresse des intérêts de l'Afrique ici et à l'étranger, très respectée dans son milieu à Montréal. Et je suis ici pour contribuer à la réflexion, notamment pour témoigner de l'impératif pour les États africains de ne pas manquer ce train du virage numérique. Alors, M. Maka, première question, quel est l'état des lieux de l'utilisation du numérique en Afrique par rapport au reste du monde? En Afrique, je pense, et c'est un fait indubitable, que nous avons pris un peu de retard. En ce sens que la réflexion depuis la déclaration de Séoul, qui est en fait un cadre de référence stratégique pour amener les États participants dans le cadre de cette session des ministres de l'OCDE à drainer dans leurs pays respectifs des idées pour amener les intervenants, l'État, en partant de l'État, les entreprises, les citoyens, dans un écosystème qui amènerait une meilleure appréhension du numérique. Nous avons en Amérique du Nord réfléchi dans toutes les sphères de l'activité humaine, que ce soit en éducation, en santé, en culture, toutes les activités que nous allons entreprendre d'ici une génération vont se résumer au travail entourant le numérique. Alors, l'Afrique, c'est le continent où je suis né, et je ne puis rester les bras croisés sans dire que nous devons, contrairement à ce qui s'est passé avec la révolution agricole ou la révolution industrielle, nous devons prendre le train du numérique pour ne pas manquer le rendez-vous, notamment pour notre jeunesse. Cette jeunesse qui a en moyenne 19 ans en Afrique subsaharienne, demain sera à l'affût des emplois qui, et je peux prendre le pari dès maintenant, seront consacrés essentiellement dans la sphère du numérique. Je ne parle même pas de l'économie numérique en tant que telle, je parle du numérique dans les pratiques qui sont aujourd'hui réputées traditionnelles, qui vont s'altérer avec cet élément nouveau. Alors vous l'aviez dit tantôt, l'Afrique doit embarquer dans le train du numérique. Vu l'importance du numérique pour les États africains, qu'est-ce que les gouvernants devraient faire pour booster cette révolution numérique sur le continent? Les gouvernants ont un rôle important à jouer, et je fais encore là référence à la déclaration de Séoul en juin 2008, où plusieurs États ont conclu une entente porteuse d'espoir pour leurs économies, pour leurs citoyens, et il s'en dégageait la nécessité de travailler dans un premier temps à la création d'une infrastructure pour accueillir ce transit vers cette nouvelle culture, et par la suite s'occuper du mieux-être des citoyens, accompagner les entreprises quant à la convergence vers le numérique, et notamment aussi, et ça c'est valable non seulement pour la Côte d'Ivoire au plan micro, mais au plan macro pour toute l'Afrique, à échanger des informations, des façons de faire, des paradigmes dans ces domaines-là. L'Afrique a un potentiel énorme. Je vois ici depuis hier cette jeunesse qui incarne un foisonnement en termes de créativité et de talent. Ce serait une perte dramatique pour le pays et pour l'Afrique tout entière si le politique ne se mêle pas, si le politique ne s'investit pas dans ce domaine. D'accord, le festival est ouvert depuis hier, demain c'est la clôture, quelle appréciation? Je dirais déjà, voyez-vous, je suis très observateur. J'ai fait plusieurs festivals par le passé, partout à travers le monde. En arrivant hier,
et en écoutant les discours des ministres qui ont défilé sur scène, notamment le ministre d'éthique, je me suis dit quel bonheur. Quel bonheur de voir une messe aussi importante pour l'avenir de l'Afrique commencer avec un pas aussi dynamique. J'espère que nous irons loin et j'espère que collectivement nous aurons, avec la contribution des entreprises, la contribution de l'État et des États africains, nous irons très loin dans ce domaine parce que le numérique est là pour rester très très longtemps. Vous avez pris la mesure depuis l'arrivée d'Internet des pas qui ont été faits. Mais nous ne sommes qu'au 10e des capacités de ce que nous offre Internet. Il reste 90%. Alors ne manquons pas ce train et je pense que ce festival est un bon premier pas dans la bonne direction. J'espère que les autres États africains vont copier la Côte d'Ivoire en ces matières. Merci bien. Merci M. Maka Koto, qui, je vous le rappelle, est ancien ministre de la Culture et de la Communication au Québec. Il est par ailleurs député à l'Assemblée nationale du Québec. Avec lui, nous avions échangé sur les enjeux de la révolution numérique en Afrique. Merci Delphine Bla. À vous le studio. Merci Michel Digré pour cet entretien sur la révolution numérique en Afrique. On rappelle que c'est à l'occasion de la première édition d'Africa Web Festival qui se tient depuis hier à l'espace Latry aux Deux Plateaux. L'événement prend fin demain. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophes naturelles ou de post-conflit, interpellent de par leur gravité l'ensemble des États. La lutte contre ce fléau constitue donc une préoccupation pour la communauté internationale. Aujourd'hui, 24e édition des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le gouvernement ivoirien insiste sur la nécessité d'aborder la question des violences faites aux femmes et aux filles et de promouvoir leurs droits humains afin de leur assurer protection et sécurité. Ben Touré et Hamza Diaby. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2011 et 2013, au moins 548 cas de violences sexuelles liés à la crise post-électorale ont été enregistrés. Le gouvernement veut inverser la courbe. Une campagne de 16 jours d'activisme est donc initiée. Elle débute ce mardi 25 novembre et va se dérouler de façon éclatée sur toute l'étendue du territoire. Nous avons un acquis très important relatif à cette lutte-là. Il s'agit de l'adoption par le gouvernement d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un document éminemment important qui permettra la prise en charge holistique de toutes les victimes, depuis donc leur agression jusqu'à leur réinsertion sociale. Nous espérons en tout cas que ces 16 jours permettront une prise de conscience individuelle mais aussi collective. Le gouvernement, par la voix de la ministre Anne-Désirée Ouloto, n'entend plus tolérer les violences faites aux femmes, surtout à la petite fille. Je voudrais saisir cette opportunité pour attirer l'attention, notamment des adultes, qui commettent ces actes crapuleux sur des enfants de moins de 15 ans, sur de petites filles. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acte criminel ? Le gouvernement veut afficher sa détermination à venir à bout de ce fléau. 2 numéros verts sont opérationnels. Allo 116 enfants en détresse et le 800 00 800 ouvert 24 heures sur 24. Des lignes gratuites pour dénoncer tout cas de violence faite aux femmes et aux petites filles. Ebola fait peur. Le cap de 5000 atteint en Afrique de l'Ouest. Les artistes africains ont décidé de se mobiliser contre cette épidémie. Du football pour terminer, entamé depuis le 18 octobre dernier avec 12 équipes, la deuxième édition du tournoi de l'amitié a connu son apothéose. La finale a opposé les gendarmes à une structure bancaire. Les forces armées se sont imposées au tir au but 5-4 sous le regard du ministre de la Défense Paul Kofi Kofi et des autorités militaires. Les temps forts avec Aude Allegbe. Deuxième V pour les gendarmes footballeurs qui se succèdent à eux-mêmes au terme de la deuxième édition du tournoi de l'amitié. Cette joie est justifiée car les gendarmes étaient en face d'une équipe déterminée. Venus en conquérant sur les bases de la gendarmerie, les banquiers ont investi tous les compartiments des forces armées.
Heureusement que Martial Kofi arrive à ouvrir le score à la 37e. 1-0 pour les gendarmes. L'égalisation ne tarde pas. 1 minute après, les banquiers obtiennent un pénalty transformé par Arnaud Guéhi. Un but de part et d'autre. Après l'oxygénation, les banquiers qui ont bien étudié le jeu de l'adversaire protègent leurs acquis avec une défense farouche. C'est finalement le peloton de la gendarmerie nationale qui s'impose 5 buts à 4 après une séance de tir au but. Le ministre de la Défense, Paul Kofi, salue le fair play et l'esprit de famille des participants à ce tournoi. Je suis vraiment impressionné par la gendarmerie, par sa sérénité et à jouer sans état d'âme et sans complexe. En tout cas, bravo et félicitations aux organisateurs du tournoi, donc au service des sports des armées. Félicitations à la gendarmerie vainqueur, félicitations à la police, mais surtout à l'état-major des forces républicaines qui a donc organisé ce tournoi. Après les 1 but partout, on a vu qu'il ne fallait pas être cardiaque et je pense que, encore une fois, la gendarmerie a gagné. Ce tournoi a été initié par le ministère de la Défense dans le but de marquer la fraternité des corps armés en Côte d'Ivoire avec les forces impartiales et les civils. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.